Bonjour, vous écoutez La Page Sensible, le journal de lecture et d'écriture d'une autrice émotive. Je m'appelle Marion Josserand et j'adore lire des romans contemporains, surtout ceux qui me titillent la corde hypersensible. J'aime tellement ça que j'ai même décidé d'en écrire. Dans ce podcast, je partage avec vous les romans qui éclairent si bien ma vie que j'ai envie de les recommander à la terre entière. Au passage, je vous raconte mes aventures d'apprentie autrice parce que ça aussi, c'est toute une histoire. Âme sensible ? Bienvenue. Salut, c'est Marion. Pour ce 17e épisode de La Page Sensible, je vous propose la deuxième partie de mon interview avec Amélie Charcosset, autrice, animatrice d'ateliers d'écriture et professeure de français langue étrangère. Souvenez-vous, dans le dernier épisode, nous avions longuement parlé écriture et publication autour de son roman « Je ne suis pas née ce matin », paru suite à une campagne de crowdfunding qui avait super bien marché. Aujourd'hui, nous repassons côté lecture avec un petit débat autour de Liv Maria, un roman de Julia Kerninon qu'Amélie a souhaité vous recommander. Vous verrez que malgré la très belle plume de l'autrice, pour ma part, j'ai quelques réticences sur l'histoire en elle-même, et ça sera à vous, bien entendu, de vous faire votre propre avis. Et par ailleurs, parce que Amélie et moi ne pouvons pas parler lecture sans direct enchaîner sur les questionnements que ça nous pose en termes d'écriture, cette discussion autour du roman Liv Maria en a ensuite entraîné d'autres, autour de quelques questions plus ou moins délicates. Sommes-nous légitimes pour écrire sur tous les sujets ? Comment aborder la diversité dans nos romans ? Devrions-nous faire appel à des relecteurs et relectrices sensibles, comme on dit, pour nous assurer de respecter les différents types de minorités qu'il y a dans nos romans ? Enfin, faudrait-il nous inspirer des anglo-saxons en intégrant les fameux trigger warnings, ces petites notes qui permettent d'alerter les lecteurs et lectrices de contenus potentiellement choquants à l'intérieur d'un roman ? C'est parti pour la suite et fin de cette riche conversation avec Amélie Charcosset. Bonne écoute! Je t'avais demandé, comme on parle toujours de lecture aussi dans ce podcast, de nous parler d'un livre. Et donc, tu m'as fait découvrir un roman que je n'avais pas lu. J'en avais entendu parler parce qu'il est paru chez l'Iconoclaste et c'est une maison d'édition que j'adore. Donc, c'est Liv Maria de Julia Kerninon. Est-ce que tu veux nous dire en deux mots de quoi ça parle peut-être pour commencer ? Donc, Liv Maria, c'est le nom du personnage éponyme du roman de Julia Kerninon. Et Liv Maria, c'est une femme qui a grandi sur une île et qui bientôt va partir de cette île et va vivre en fait dans plein d'endroits du monde, plein de choses différentes, va beaucoup voyager, va avoir plusieurs histoires d'amour assez romanesques et rocambolesques. Et en fait, on la suit dans sa vie. Tu vois, la première fois que je l'ai lu, j'en parlais à mon compagnon et je disais, mais en fait, tu vois, c'est comme si je lisais la biographie de quelqu'un, mais qui n'existe pas. Enfin, la biographie d'un personnage de fiction, parce qu'au début, c'est vraiment, on la suit année après année, les événements importants qu'il y a eu et tout ça. Puis je me disais, c'est trop drôle, j'ai l'impression vraiment de lire une biographie, quoi. Et je me disais, mais de quelqu'un qui n'existe pas. Et j'ai trouvé ça trop génial. Donc, c'est l'histoire de cette femme et de comment elle les différentes couches de vie ou périodes de vie qu'elle a vécues, en fait. C'est vrai que c'est assez frappant parce que c'est un petit roman. Enfin, il est pas très épais, il fait 230 pages en format poche. Et c'est vrai que ça couvre, je sais pas quel âge elle a à la fin du roman, mais je pense qu'elle a 40 facile. Donc ça couvre 40 ans de vie de manière plus ou moins précise. Forcément, il y a des ellipses, mais c'est vrai que c'est très. Moi, j'ai été impressionnée. J'ai même essayé de regarder comment elle faisait techniquement, de voir la rapidité avec laquelle elle arrive à nous faire avancer dans la chronologie. Parce que moi, je suis du genre à passer 20 pages sur une journée. Et là, vroom, en 20 pages, elle a couvert 10 ans. C'est vrai que ça remet un peu les idées en place. Ouais, c'est vrai. Et pourquoi est-ce que tu as voulu nous en parler ? Qu'est-ce qui fait qu'il te plaît tellement, ce roman ? En fait, tu vois, c'est une participante d'atelier c'est grâce à elle que je l'avais découvert parce qu'elle m'avait écrit un message en me disant écoute, j'ai lu ce livre, ça parle de voyage, de langue, d'amour, de coïncidence, de relations, de création, de maternité. Je pense que ça pourrait te plaire. Et moi, j'étais là, genre, ok, effectivement, c'est genre un peu tous les, tu sais, tous les thèmes où je me dis, bah oui, ça me parle à fond, quoi. Et je crois que c'est ça que j'ai tellement aimé dans ce texte-là, c'est d'avoir aussi un portrait de femme qui fait des choix forts. En fait, c'est déjà un personnage féminin fort. Et puis ça, j'étais aussi contente de lire ça, quoi. Cette femme qui fait des choix, qui vit sa vie, qui fait des choix qui sont pas simples, qui a un côté très libre aussi, tu vois. Elle part à l'autre bout du monde, elle revient, elle repart.
Ouais, j'avais l'impression qu'elle avait beaucoup d'audace, en fait. Puis il y a quelque chose qui venait me stimuler là-dedans. J'étais là, waouh, Liv Maria, quoi. Et puis, en fait, là, en le relisant, tu vois, je me suis dit, mais la magie des coïncidences, quoi. Moi, ça, c'est un truc que j'adore dans la vraie vie. Les coïncidences, j'en ai souvent des trucs un peu fous comme ça qui m'arrivent et tout. Je pense que j'en ai souvent pas parce que j'en ai souvent, mais parce que j'aime les raconter et que donc, du coup, j'y prête particulièrement attention, tu vois. Mais il y a plusieurs personnes qui m'ont déjà dit, mais quand est-ce que tu écris un livre sur les coïncidences qui t'arrivent parce que c'est trop bien. Dans le livre Maria, il y a vraiment ces histoires de coïncidences improbables, mais il y a vraiment cette idée de, ouais, je sais pas, de la réalité. Enfin, pour le coup, la fiction qui dépasse la réalité, mais non, parce qu'en fait, tu sais que ça pourrait quand même avoir lieu parce que la réalité, bien souvent, dépasse la fiction. Enfin, ce que j'aime dans la coïncidence, c'est que c'est à la fois improbable et à la fois vrai. Ouais, en fait, c'est comme ça. Mais c'est fou, mais c'est vraiment comme ça. Et en fait, ça, j'adore. Et je trouve que Julia Cardinal, elle retranscrit ça hyper bien. C'est hyper marrant parce que moi, donc, tu m'as fait découvrir le livre et c'était la première fois que je lisais un livre de Julia Carninon. Et c'est vrai que j'étais, comme je te le disais par mail quand on préparait l'interview, j'étais un petit peu partagée parce que, en fait, j'ai adoré La Plume. Vraiment, je trouve que c'est hyper bien écrit. Alors là, il n'y a rien à dire, c'est magnifique. Vraiment, il y a beaucoup de punchlines. On pourrait très facilement en tirer des citations pour les mettre dans un joli cadre. Il n'y a pas de problème. Enfin, je trouve vraiment, j'ai aimé regarder comment elle écrivait. Ça m'a donné envie de lire d'autres livres d'elle. Mhm. Mais j'ai l'impression que précisément, ce qui, toi, t'a plu dans l'histoire, c'est ce qui peut-être a moins marché pour moi. Et c'est pas un problème de qualité de livre, je pense, plus un problème de goût, d'affinité. Je pense que moi, justement, ce côté coïncidence dans l'histoire m'a posé problème parce que je pense que ça manquait de vraisemblance. Et à la fois, quand tu le présentes avec ton point de vue, je comprends pourquoi ça t'a plu. Et je comprends pourquoi ça a plu à plein de gens parce qu'il a eu un très beau succès, ce livre. Et en même temps, ouais, moi, à titre personnel, au moment où je l'ai lu, bah, du coup, ça satisfaisait pas mon besoin de vraisemblance sur le moment. Et je pense qu'aussi, une des qualités du livre, et peut-être ce qui fait un défaut pour moi, c'est que c'est un petit peu, il y a un côté un petit peu comme un conte. Et aussi, comme tu disais, le fait qu'on a l'impression de lire une biographie. Enfin, moi, j'avais un peu l'impression de voir Liv Maria qui se déplaçait dans des décors. Et à la fois, il y a quelque chose d'onirique, de très beau, de très illustré, de très, avec du mouvement comme ça, et les vents marins et tout ça, parce que ça se passe un peu en Bretagne. Et en même temps, bah, je me dis, c'est peut-être pas le genre de livre que moi j'aime lire, parce que justement, je suis pas assez dans l'introspection, dans l'intériorité du personnage. J'ai peut-être un peu l'impression de regarder un jeu d'ombre chinoise, très beau, mais ouais, c'est peut-être moins ce que je recherche à titre très personnel hein, dans un roman. Mais c'est marrant parce que je vois en quoi ça pourrait être précisément ce que plein d'autres gens vont aimer dans ce roman-là. Et puis, la deuxième chose aussi qui m'a frappée, c'est que j'ai entendu une interview de Julia Carninon. Malheureusement, je ne me souviens plus là sur le moment. Je remettrai dans les notes de l'épisode, mais je ne sais plus dans quel podcast c'était. Et j'ai adoré l'entendre en interview. J'ai trouvé qu'elle était passionnante. Être brillante, ouais. Ah ouais, quand on l'écoute parler, effectivement, on a envie de lire ses livres. Elle est super, quoi. Et j'ai trouvé qu'elle avait l'air badass. Et elle parlait de son personnage comme étant un personnage badass. Et toi, t'en parles aussi comme étant un personnage badass. Et c'est hyper frappant pour moi parce que, à la fois, oui, je vois à quoi elle peut être badass, etc. Et en même temps, moi, il y a vraiment des. Je veux pas spoiler, donc je vais pas dire, mais des traits du personnage et des comportements qui, moi, m'ont vraiment titillé. J'étais là, ah, ouh, ah, ça me convient pas, notamment dans ses relations amoureuses. Pareil, ça faisait que j'avais du mal à m'attacher au personnage. Et c'est drôle parce que j'avais l'impression que justement, ça bafouait un peu mes valeurs bah, féministes, en fait. Donc c'est marrant comme on peut avoir des lectures super différentes et en fait, en même temps, je comprends très bien pourquoi tu dis qu'elle est badass, tu vois. Ah, mais c'est hyper intéressant. Du coup, ça me donne trop envie de débriefer hors antenne pour ne pas spoiler les gens qui l'ont pas lu. Mais parce que moi, je trouve qu'elle est quand même profondément féministe, en fait. Ne serait-ce que dans les choix qu'elle fait qui ne sont pas dictés. Ouais, ah, c'est difficile de pas spoiler. C'est dur, hein. Ouais, c'est pour ça que je me suis dit, on va pas pouvoir rentrer trop dans le vif du truc, mais Enfin, je trouve qu'elle a un côté où les choix qu'elle fait ne sont pas dictés par la société, en fait, tu vois, et par ce qui serait bien vu dans la société. Et rien que pour ça, je trouve que c'est un truc féministe, en fait, de se dire, bah, c'est quoi qui est OK pour moi, plutôt que c'est quoi que la société aimerait que je fasse, parce que je suis une femme, en fait. Et ça, je trouve fort, quoi.
Et ce que tu dis sur Julia Carninon qui parle de Liv Maria et de comment on s'attache à Liv Maria ou quoi, moi je l'avais vu dans une vidéo, Julia Carninon, où elle disait qu'il y avait des gens qui lui avaient dit que c'était difficile de développer de l'empathie pour Liv Maria, parce que moi je n'ai pas du tout trouvé, par exemple. Et qui était mon problème, ouais. Et elle disait, mais moi je m'en fous, c'est pas ce que je veux faire que les gens développent de l'empathie avec Liv Maria, je leur ai rien demandé. Enfin, elle avait aussi une punchline beaucoup mieux que ce que je viens de te dire. En fait, Liv Maria, elle n'était pas là pour ça, en fait, tu vois. Elle n'est pas là pour créer de l'empathie chez les gens. Elle est là pour vivre sa vie et puis voilà, en fait. Et moi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup séduite. Quand tu parles des ombres chinoises et tout, je trouve que c'est une super image. Et à la fois, tu vois, moi, j'ai trouvé qu'on avait vachement accès à son intériorité aussi, en fait. Et j'ai bien aimé justement ce passage entre l'extérieur, parce que c'est quand même un livre un peu du grand air pour moi. Enfin, tu vois, tu dis les vents marins, il y a le Chili, le Guatemala. Enfin, voilà, il y a ce truc vraiment ouais, d'ouvert sur le monde. Et à la fois, je trouvais qu'il y avait des allers-retours assez intéressants sur ce qui se jouait en elle et comment ça se jouait. Et c'est hyper intéressant parce que c'est un texte dont on a parlé avec... Enfin, je l'ai fait lire à beaucoup de monde qui a aimé. Et souvent, les gens ont envie de parler de la fin parce que c'est vrai que... Donc, sans spoiler, mais la fin est quand même surprenante. Enfin, voilà. Et tu vois, là, de le relire pour le podcast, c'était aussi hyper intéressant de le relire en sachant comment ça allait se finir. Et du coup, c'est comme si tout à coup, je voyais des indices dans le texte que j'avais pas du tout capté à ma première lecture. Et là, d'un coup, j'étais là, bah oui, mais en fait, elle est évidente, cette fin. Je le savais. Bah, évidemment, je le savais, je l'avais déjà lu, mais tu vois, il y avait quelque chose où je me disais, mais oui, mais en fait, ça, il ne pourrait en être autrement, quoi. Et j'ai trouvé ça assez beau, en fait, le côté d'avoir une fin qui est à la fois surprenante et à la fois, il ne peut en être autrement. Bah ça, pour moi, c'est quand on réussit ça, exactement, c'est qu'on a rempli tout le contrat parce que on veut être surpris par la fin, mais on veut y croire, on veut que ça soit vraisemblant. Finalement, moi, ce que je retiens de cet échange, c'est que on a totalement en dehors de la qualité d'un livre, on peut vraiment avoir chacun, et en fait, on doit avoir chacun, chacune sa lecture. Et je me dis même aussi à des moments de notre vie. Alors moi, il y a des livres que je sais que j'ai adorés à 15 ans, que j'aimerais plus du tout aujourd'hui, et peut-être qu'il y a des livres que j'aime pas aujourd'hui, que j'aimerais dans 10 ans. Et c'est vrai que j'aime bien cette idée aussi. Moi, en tant que personne qui écrit, ça me libère aussi de me dire, bah, en fait, ton livre, il va pas plaire à tout le monde. Et essaye pas, du coup. Déjà, je trouve que ça soulage de se dire que quelqu'un que moi j'admire, comme Julia Carninon, elle a écrit un livre que je trouve très bien écrit, hein, c'est pas du tout la question, mais où je me dis, bah, allez, celui-là, je le relirai pas. Et bah, c'est pas grave, en fait. Julia Carninon, elle a pas besoin que j'aime son livre. Par contre, j'admire vraiment sa plume et tout ça, mais en fait, on s'en fout. Ce qui compte, c'est qu'il y a des gens comme toi, par exemple, qui l'ont adoré. Et en fait, ça, c'est quel que soit ce qu'en pensent d'autres gens, ça change rien à la valeur de l'expérience que toi, t'en as eue et du bonheur que ça t'a apporté de lire ça et te dire, ah, quel régal. Et ça enlève rien à ça, en fait. Oui, c'est vrai. Et du coup, sur ce que tu disais d'avoir ce personnage auquel tu croyais pas trop et qui était, enfin voilà, où ça venait toucher aussi tes valeurs féministes et tout ça. Et je me dis, du coup, c'est d'autant plus important d'avoir une représentation, enfin, tu vois, des représentations diversifiées. Je te disais au début que j'étais contente de lire un personnage féminin fort et tout ça. Et je me dis, c'est hyper important qu'on ait des images enfin, variées, en fait, de personnages qui existent parce que, bah, voilà, toi, elle te convient pas à certains endroits et puis moi, j'admire vachement son audace et tout ça. Et je me dis, bah, plus on aura des personnages forts comme ça, plus on en aura, plus ils seront différents et plus ça permettra aussi à chaque personne qui lit de s'identifier ou pas à des personnages. Et du coup, ouais, il y a une diversité qui est hyper importante là-dedans, quoi. Mais oui, oui, la question de la diversité, c'est une question que je me pose beaucoup dans l'écriture et à la fois de la nécessité et aussi de la capacité que je peux avoir à me mettre à la place de quelqu'un, enfin, dans le point de vue d'un personnage qui correspond pas, on va dire, globalement, on va dire, à mon état civil. C'est une question, enfin, je sais pas toi si tu te la poses, mais moi, je me la suis vraiment posée pour mon deuxième manuscrit. Pas tellement pour le premier, mais pour le deuxième, de me dire presque sur qui on écrit, c'est un choix politique, en fait, aussi. Mais toi, il y avait peut-être un petit peu de ça. On va dire qu'il y avait de la diversité un petit peu. On n'a pas du tout évoqué dans ton premier roman. Mais je sais pas si c'est un spoiler, c'est pas vraiment un spoiler. Que c'est LGBT, enfin qu'elles ont une histoire entre elles.
Je sais pas si c'est un spoiler. Non, enfin, en fait, c'est rigolo parce que tu vois, dans l'écriture, je me suis longtemps demandé si en fait, il s'était vraiment passé un truc entre elles ou pas, ou si c'était de l'ordre du fantasme de la part d'Anna. Et puis, je pense que dans le texte, c'est plus de l'ordre du fantasme, il s'est vraiment passé un truc entre elles. Par contre, je pense que dans ma façon d'en parler, c'est comme si je l'avais pas tout à fait actualisé, puis que moi-même, je savais pas trop en fait si j'en parlais ou pas, si c'était un spoiler ou pas. Enfin, voilà. Tu vois, dans la campagne de financement, il y avait, si j'atteignais un certain palier, je faisais un don à une association LGBT, enfin, qui défend les droits des réfugiés LGBT pour le coup. Et puis du coup, il y avait des gens qui m'avaient dit, mais pourquoi cet assaut? Puis j'étais là, ah ouais, c'est vrai qu'en fait, j'ai pas du tout parlé du fait que, que Anna et Margot vivent une histoire ensemble, quoi. Et du coup, c'était rigolo, tu vois, de voir ça. Oui, bah, il y a de la diversité un peu. Ouais, je trouve que c'est super compliqué ces questions-là, tu vois. Enfin, à un moment, moi, je me suis dit, en fait, tous mes personnages sont blancs. Et après, je me disais, bah, oui, mais je vais pas mettre des personnages racisés pour mettre des personnages racisés, alors que par ailleurs, mon entourage est très blanc et que, voilà, comment je fais des personnages crédibles racisés alors que moi-même, je j'ai pas cette expérience-là, en fait, tu vois. Et en même temps, la littérature, c'est aussi pouvoir se mettre à la place des autres. Ouais, et je trouve que c'est aussi quelque chose que j'aborderai dans le roman suivant, mais sur d'autres questions. Mais oui, je trouve que c'est des vraies grosses questions auxquelles j'ai pas de réponse. Bah, moi, en fait, j'y avais pas pensé forcément spontanément, je pense, mais c'est vrai que j'écoute beaucoup de podcasts américains autour de l'écriture, tout simplement parce qu'il y en a beaucoup plus. Et c'est un sujet qui revient beaucoup parce que c'est un sujet qui a fait beaucoup débat, notamment ces 2 dernières années aux États-Unis, beaucoup avec Black Lives Matter et tout ça. Il y a quand même tout un mouvement de réflexion dans tous les domaines, et y compris dans le domaine de l'écriture. Et du coup, j'ai entendu pour la première fois des termes comme sensitivity reads. En gros, tu as des bêta-lecteurs, des bêta-lectrices qui sont justement d'une minorité quelle qu'elle soit, qui relisent ton livre pour te dire si tu as été, déjà si tu as été respectueux, parce que des fois, on est respectueux sans le faire exprès, en fait. Et pas aller dans des clichés qui étaient faux. Par exemple, ça peut être, là, il y avait quelqu'un qui témoignait, c'était un auteur qui avait écrit, il y avait des personnes qui étaient d'origine amérindienne, et donc il avait fait relire à des personnes d'origine amérindienne pour pouvoir avoir leur retour là-dessus, sur cet aspect-là de son roman. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose dont j'ai beaucoup entendu parler dans un contexte anglophone, mais pas encore beaucoup francophone, enfin, pas dans les podcasts que j'écoute en tout cas. Je pense que c'est quelque chose qui arrive petit à petit. Il me semble que justement les éditions Monstrographe, dont font partie, enfin, qu'ont monté Martin Page et Colline Pierret, je crois qu'il y a un des textes qu'ils ont édité pour lequel ils ont fait appel à quelqu'un qui a relu justement dans cette optique-là. Je pense que c'était sur le validisme, notamment la relecture précise, tu vois. Enfin, sur les risques de validisme plutôt. Mais oui, c'est des choses qu'on entend pour l'instant peu. Après, je pense, j'espère que ça va un peu arriver. Le roman sur lequel je travaille en ce moment, cette histoire de cri et tout ça, je sais pas encore trop comment en parler, mais en fait, moi, j'ai découvert dans le texte que ça parlait d'inceste. Et puis, tu vois, du coup, il y a cette histoire aussi de mettre des trigger warnings ou des choses comme ça pour juste prévenir les gens, quoi. Et puis, en fait, ça, je trouve que c'est aussi une grosse question parce que je me dis, mais en fait, dans quelle mesure, enfin, est-ce que c'est à partir du moment où tu dis inceste que, en fait, c'est déjà trigger, tu vois? Parce que du coup, si tu mets trigger warning, inceste, bon, bah, en fait, il y a déjà, parce que tu vois, mon texte, il est pas cru. Juste, ça parle de ça parce que le personnage, il est confronté à ça, en fait. Et du coup, je trouve que c'est hyper intéressant ces questions de est-ce que c'est juste la mention de quelque chose qui déclenche le trigger warning, mais dans ce cas-là, bah, le trigger warning lui-même est un déclencheur de, tu vois. Je me dis, bah, comment je vais parler de ce texte? Est-ce que c'est un texte qui parle du cri, comme je t'en ai parlé à toi, et où petit à petit, le personnage découvre qu'en fait, ce cri, ça parle, tu vois, d'inceste? Ou est-ce que, en fait, bah, ça, faudra pas le dire, et puis c'est les gens, en découvrant le livre, qui découvriront ça avec. Enfin, tu vois, ça, c'est des questions qui sont précoces dans le sens où j'en suis pas du tout là, mais où je me dis, ah ouais, ça va encore être des questions qu'il va falloir se poser sur qu'est-ce qu'on dit du livre et comment on le dit et comment on fait attention aux lecteurs et lectrices. Et ouais, je trouve que c'est des super grosses questions, en fait. Ouais, moi, je m'interroge aussi beaucoup là-dessus parce que, à titre personnel, je suis donc très, très sensible, hein, c'est pour ça que j'ai appelé mon podcast comme ça, très, très sensible, et notamment dans la lecture. Et c'est vrai que, par exemple, tu vois, quand tu regardes des films, la plupart du temps, avec la lumière, avec les couleurs, avec la musique, tu peux sentir venir les trucs. Moi, très souvent, je ferme les yeux, quoi. Et je me bouche les oreilles.
Et c'est vrai que dans la lecture, ça m'est arrivé quelquefois de me faire surprendre. Enfin, pas quelquefois, ça m'est arrivé plein de fois. Et c'est vrai que selon la période de ma vie où j'en suis, c'est plus ou moins bienvenu, quoi. Et c'est vrai qu'à titre personnel, parce que c'est mon expérience, je suis plutôt... Enfin, c'est pas que je suis pour, je me suis jamais positionnée, genre, j'ai pas une bad role, mais tu vois, là, en parlant avec toi, je me dis que moi, je serais pour les trigger warnings, pour ceux qui les veulent, en fait. Je pense qu'il faudrait trouver un moyen que ceux qui, comme moi, en ont besoin, puissent les trouver, et sans que ça spoile les autres, mais qu'on ait le choix, en fait. Et je me dis qu'il faudrait trouver juste un petit subterfuge, quoi, pour pas spoiler ceux qui n'ont pas envie de se faire spoiler, mais que les personnes qui sont à risque, en fait, tout simplement, puissent vérifier que ça touche pas à une autre thématique qui, pour eux, est dangereuse, en fait, tout simplement. Mais tu vois, par exemple, je trouve que c'est, j'allais dire, facile à mettre en place. Par exemple, là, tu vois, je fais une offre proposition d'écriture en vidéo et puis du coup, il y a un groupe Discord sur lequel les gens peuvent partager leurs textes. Et donc, j'ai fait un article de cadre, tu vois, sur le cadre que j'avais envie qu'il y ait dans ce groupe et tout ça. Et je disais, bah voilà, si vous avez un texte qui parle de sujets difficiles, merci de mettre un trigger warning, voilà, en expliquant et puis en donnant l'exemple, quoi. Et en fait, je me dis, là, ça va parce que c'est un texte. Donc, si le texte, ça parle de violence ou de sexualité, enfin voilà, bah, tu peux le noter. Et puis, enfin, c'est valable pour tout le texte, entre guillemets, tu vois. Je trouve que pour un roman, tu vois, je me dis, ah, dans des versions numériques, peut-être il y a moyen de faire afficher, enfin, tu vois, mais sinon, j'ai du mal à visualiser comment ça peut prendre forme pour l'instant. Je sais pas si, toi, dans les podcasts américains ou anglais, c'est des choses qui ont été abordées et que qu'il y a des pistes, tu vois, de ça, mais... J'ai écouté un long épisode là-dessus. C'était il n'y a pas très très longtemps, justement, un truc qui durait au moins 1 heure, justement sur cette question-là des trigger warnings. Une femme, en fait, dont c'était notamment une des casquettes, elle était sensitivity reader. Voilà, elle était rémunérée pour faire ces lectures-là, parce que ça parlait du trauma, en fait, dans l'écriture. Je t'enverrai, c'est un super Ah ouais, podcast. volontiers, ouais. Alors, pour le coup, elle n'est pas américaine, elle est anglaise et elle est trop marrante. C'est le Rebel Author Podcast. Par contre, ils n'ont pas parlé de la façon technique dont les trigger warnings étaient affichés. Mais je pense que du coup, ça serait intéressant d'aller voir comment ils font justement dans le monde anglophone parce que ça existe déjà. Donc, ils ont dû se poser cette question-là. Ouais, parce que tu vois, moi, je me dis, pour en revenir à ce deuxième roman, à la fois, c'est quelque chose que le personnage va découvrir assez longtemps après le début du texte. Enfin, tu vois, c'est pas genre un truc que tu sais dans les 5 premières pages, quoi. Ça va être vraiment beaucoup plus loin parce que c'est tout ce processus de qu'est-ce que c'est ce cri, qu'est-ce que j'en fais et tout ça. Donc, il y a un côté où, genre, bah, si je dis sur la 4e de couverture, bah, en fait, ça parle d'inceste. C'est un peu bizarre parce que ça dépend de comment c'est écrit et tout ça, mais je veux dire, il y a un peu un côté où, genre, tu dis ce que c'est ce cri, puis du coup, voilà. Puis ça attire aussi pas le même genre d'histoire. Enfin, du coup, je pense que ça attire beaucoup des récits de vie, alors que je trouve que l'histoire du cri en elle-même, elle est peut-être plus intéressante parce que c'est aussi plus ouvert, tu vois, à genre, qu'est-ce que c'est le cri à l'intérieur de chacun, quoi, chacun, chacune. Mhm. Mais en même temps, je me dis, bah, ne pas du tout le dire et du coup, potentiellement exposer des personnes à lire un texte où tout à coup, elles se retrouvent avec un truc d'inceste, bah, je trouve ça vraiment pas cool et j'ai pas envie de faire ça, tu vois. Et donc, du coup, je suis un peu genre, oh là, oui, bon, bah, on verra. Je vais déjà moi-même essayer de me dépatouiller avec ce truc que j'avais pas vu venir. Faut déjà l'écrire, oui. Après, je me dis que il y a un petit peu des codes quand même dans la 4e de couve qui peuvent nous permettre de voir, tu vois, dire, j'en sais rien, je veux dire un truc hyper cheesy, mais un secret, un sombre secret ou Oui, quelque chose d'enfoui, qu'elle aurait enfoui en elle, ou tu vois, tu peux placer le mot trauma ou quelque chose. Et comme ça, les gens qui se disent, oh, c'est bon, moi, j'y crains pas, ils y vont comme ça, roule ma poule. Et puis les gens comme moi qui se disent, ouh, faut que je fasse gaffe, et ben là, ils peuvent, du coup, et par exemple, tu peux le mettre en fin de roman. Par exemple, j'en sais rien, mettre sur la première page, les pages intérieures, trigger warning à la fin. Par exemple, si c'est moi, bah moi, je vais aller voir le trigger warning. Dans les faits, je le fais manuellement, souvent. C'est-à-dire que quand je pressens qu'il va y avoir un truc un peu qui pourrait être problématique pour moi, bah en fait, je feuillette et j'essaye de trouver des ah indices ouais, pour essayer de voir. Bah ouais, pour savoir déjà si je veux continuer à lire. Et si je décide de continuer à lire, c'est pour être préparé, ok, tu vois. ouais. Donc, en fait, je le fais. Donc, je me dis que les gens qui veulent l'info, si tu leur dis comment la trouver facilement, ils iront la chercher. Enfin, en tout cas, si je m'appuie sur ma propre expérience. Bah, merci pour ça, parce que c'est bon à savoir. Je trouve que c'est des... Enfin ouais, cette question à la fois de la diversité, des sujets que tu abordes, de comment t'en parles et tout ça, enfin, c'est des trucs qui sont hyper importants en fait.
et pour lequel on n'a pas forcément les outils. Moi, j'ai l'impression de tout le temps découvrir en fait là-dessus, quoi, tu vois, d'être au tout début d'un chemin, quoi. Et puis aussi, moi, je pense que c'est important qu'on puisse écrire sur tout, justement. Enfin, je trouve ça dommage. C'est déjà tellement compliqué l'écriture. On se voit tellement écrire. On a tellement le regard de l'autre tout le temps qui vient se confronter à ce qu'on fait. Je me dis, si en plus, on doit se limiter dans les sujets, c'est quand même difficile. Vaut mieux trouver un moyen pour que les gens qui n'ont pas envie de lire sur ce sujet-là ne lisent pas notre livre, plutôt que de pas l'écrire parce qu'on se dit que ça pourrait tomber entre les mains de quelqu'un qui veut pas lire. C'est dommage, quoi. Ou de l'écrire, mais en n'y allant pas franchement. Enfin, moi, je sais que c'est un problème que j'ai clairement rencontré là sur mon deuxième manuscrit, et notamment sur la fin. Et je pense qu'au deuxième G, je vais essayer de me libérer de ça. Mais pour l'instant, pour le premier G, j'ai eu du mal. Je sais que j'ai beaucoup retenu. Je freinais les cas de fer, en fait, parce que je pense que j'avais peur du regard de quelqu'un pour qui ça pourrait être une question sensible. Peut-être il faut juste que je me dise, mais cette personne-là, elle va pas le lire, ce livre. Puis en plus, tu vois, là, pour le coup, c'est mon expérience d'animatrice d'atelier qui parle, mais je me rends compte à quel point, en fait, on ne peut pas contrôler ce qui va être sensible pour l'une ou l'autre personne, quoi. C'est-à-dire que bah, des fois, moi, il y a des propositions sur des sujets, tu vois, que je trouve, enfin, des sujets que je choisis en atelier qui sont assez graves ou durs, et puis je vais lire des extraits qui, voilà, bah, je lis beaucoup de littérature triste, donc du coup, j'ai souvent des extraits, tu vois, un peu durs, mais après, mes ateliers, ils sont joyeux dans la manière de faire et tout ça, mais voilà. Et c'est des trucs qui se passent très bien. Et parfois, tu as tu sais, des trucs, je sais pas, genre qui, moi, me paraissent complètement anodins et qui, factuellement, ne sont pas tristes ou graves ou quoi. Mais juste, en fait, tu sais pas ce que ça va venir toucher chez la personne. Parce que, je sais pas, un atelier sur les lucioles, tu te dis, bon, bah oui, ok, les lucioles, c'est des insectes, enfin, tu vois. Et en fait, ça va rappeler un truc à la personne et ça va la déclencher à un endroit que clairement, tu n'aurais pas pu prévoir, alors que la fois où tu fais un atelier sur le courage et il y a des textes où tu pourrais te dire, non, mais ça, oui, c'est un peu plus difficile à gérer pour les gens qu'un autre truc. Mais en fait, si ça se trouve, c'est pas du tout celui-ci qui va provoquer cet effet-là chez la personne, en fait. Et donc, je me suis vraiment rendu compte dans l'animation d'atelier qu'en fait, tu peux faire attention au cadre que je propose pour que les gens puissent explorer, en fait, ce que je leur propose et qu'ils se sentent en sécurité de le faire. Et que du coup, si ça vient toucher un truc dur, bah, qu'ils aient l'espace de l'exprimer ou de pas l'exprimer, mais enfin, tu vois, de le vivre. Mais en fait, je peux pas garantir que ça ne va pas déclencher de trucs durs, en fait. Finalement, c'est pas mal parce que ça nous rappelle qu'on a la tentation de vouloir maîtriser le devenir de notre texte une fois qu'il est publié et en fait, on peut pas. Bah ouais. Tu vois, en t'écoutant parler, je me dis mais en fait, finalement, c'est encore mon besoin de contrôle, je pense, qui parle et en fait, voilà, je sais pas qui va le lire et je sais pas ce qu'ils vont en penser et en fait, je n'ai aucun contrôle là-dessus. Mais c'est dur à accepter. Oui, oui, c'est dur à accepter. Et en même temps, je pense que l'accepter, c'est une chouette libération. Enfin, je te dis ça, je me le dis aussi à moi, hein, bien sûr. Parce que je pense qu'effectivement, à partir du moment où, bah, c'est ce que tu disais tout à l'heure, sur, on sait qu'on va pas plaire à tout le monde, quoi. On sait qu'on va pas plaire à tout le monde et on sait qu'on va provoquer des trucs potentiellement pas agréables chez tout le monde, tu vois. Que les gens sont responsables de leurs émotions, tu vois. Et j'ai hâte quand même de voir, d'avoir une première publication pour voir un petit peu justement l'effet que ça peut faire, peut-être le vertige ou peut-être le soulagement de me dire bah ça y est, c'est parti, je peux plus rien faire, je peux plus y toucher. Je suis assez curieuse de voir l'effet que ça va me faire. Alors à mon avis, me connaissant, je vais être terrorisée, mais je me dis peut-être aussi, ouais, peut-être qu'il y aura un soulagement, comme tu dis. Pour moi, c'est des mélanges, quoi. Et du coup, toi, t'en as un qui est fini? Bah, qui est bien en train, on va dire. Là où il en est, c'est que donc là, je suis en train de reprendre une quatrième mouture, mais avec des retours de bêta lecteurs et lectrices, parce que c'est quasiment que des filles. Du coup, là, je suis en train de faire ce travail-là, qui est à la fois génial et très éprouvant émotionnellement, parce que c'est super. Je trouve que même quand c'est des retours positifs, c'est toujours hyper dur, je trouve, de se mettre dans l'état d'esprit pour ouvrir son ordi et se dire, bon, allez, je vais aller me confronter au regard. Et je trouve que c'est très fatigant, en fait. Ça me fatigue, ça m'épuise de faire ça. Mais ouais, je suis dans cette phase-là. Ok. Mais ça prend un temps fou parce que. Enfin, ça prend un temps fou. Là, ça fait un mois que je me suis remise dessus. C'est du travail de revenir avec à la fois tout ce que moi j'ai engrangé en un an et aussi tous les retours de mes bêta-lecteurs qui sont super riches et intéressants. Trop bien la bêta-lecture, hein. Franchement, je recommande. C'est vraiment hyper, hyper enrichissant.
Mais ouais, c'est vachement de travail, quoi. D'intégrer ces regards-là, à la fois le mien et les leurs, sur un manuscrit qui a déjà beaucoup vécu, quoi. Et puis je trouve dans la bêta lecture, il y a aussi ce truc de qu'est-ce qui m'appartient moi, enfin en fait, qu'est-ce qui vient résonner chez moi et qui appartient aux bêta lecteurs, lectrices et que du coup, j'ai pas envie d'intégrer en fait. Tu vois, parce que moi, je peux avoir ce côté hyper éponge, enfin, pas éponge, mais de vouloir satisfaire. Et donc, du coup, de me dire, ah, ok, faut que je règle ça, tu vois. Et ça, je l'avais vu dans le travail avec l'éditrice, où elle m'avait dit, ah, mais la fin, je suis pas sûre, tu vois. Et en fait, moi, la fin de mon texte, je pense que c'est le passage que je préfère, en fait. J'adore cette fin. Tu vois, même maintenant, quand j'en parle, je me dis, ah, mais en fait, elle me touche trop, cette fin. Je suis trop contente que ce soit cette fin-là. Et donc, quand l'éditrice m'avait dit ça, la fin, je sais pas et tout, là, j'avais senti que, genre, ok, non, ça, c'était ma limite et que non, en fait, ce serait cette fin-là et que, en fait, ça, ce serait non négociable, tu vois. Je trouve que c'est important de sentir, enfin, je sais pas si toi, t'as ça, mais il y a des trucs, tu sens que c'est juste et que, effectivement, tu vas aller bosser ça. Et il y a des trucs où tu es là, non, non, mais ça, en fait, peut-être que ça pourrait être mieux autrement, mais en fait, c'est non négociable. C'est-à-dire que ça va rester comme ça, tu vois. Bah, je pense que j'étais assez peu confrontée. Enfin, ça dépend. Je pense que c'est parce qu'aussi j'ai bien choisi mes bêta-lecteurs et lectrices. Par contre, du coup, ce qui est assez marrant, c'est que bah, je me rends compte que tu sais, c'est tellement un énorme travail. En plus, moi, il est long. Le premier jet faisait 120 000 mots. Donc, Ah c'était oui, vraiment ouais. un gros, gros machin. Et j'ai passé tellement de temps à retravailler énormément de trucs pour en arriver déjà au G3 que quand je l'ai envoyé à mes bêta-lecteurs, j'étais en mode oui, j'ai fait tout ce que je pouvais. Et en même temps, il y avait une partie de moi qui savait qu'il y avait deux, trois trucs. Et en fait, ils m'ont pas loupé, quoi. C'est trop drôle. Et quelque part, c'est rassurant. Je me dis, ah bah c'est cool, ça veut dire que quelque part, j'ai la compétence de le voir. Par contre, après, avoir la motive Ouais. et puis savoir comment régler le problème, c'est pas parce que tu vois qu'il y a un problème que tu sais comment le régler aussi. Tu vois. C'est clair, oui, oui, je vois trop. Et ils m'ont pas loupé, c'est trop drôle, ils laissent rien passer. Tu dis ça, tu dis oh, ça va passer. Ah non, ça Ouais, passe pas du tout. Mais c'est marrant, tu vois, c'est drôle. ouais. Mais je trouve intéressant ce que tu dis sur. Du coup, ça montre aussi que toi, tu as la compétence de repérer en fait ce qui fonctionne pas. Bah, pas tout, mais il y avait certains trucs, quelque part, je le savais. Ouais. J'étais un peu lâche. Enfin, pas lâche, mais feignante. Pour conclure mon échange avec Amélie, tout en douceur, je vous passe l'extrait de Liv Maria qu'elle a choisi de nous lire. Il provient de la fin du roman, mais ne vous inquiétez pas, il ne spoile pas du tout l'histoire. Et quand vous l'entendrez, vous comprendrez vite pourquoi il lui a rappelé la période que nous vivons actuellement, et c'est notamment pour ça qu'Amélie a choisi de nous lire cet extrait-là. C'est au début du printemps 2010 qu'elle avait commencé à voir les oiseaux morts. D'abord un merle, puis un pinson, puis un rouge-gorge. Chaque fois, elle avait frissonné malgré elle, mais elle n'avait pas compris tout de suite ce qui n'allait pas. Finalement, en y repensant dans son lit un soir, elle avait compris. C'étaient des oiseaux qu'elle n'avait jamais vus morts. Des pigeons morts, oui, ou parfois une mouette, oui, mais alors, abîmés, blessés, mordus par un chat ou quelque chose comme ça. Cette fois, les oiseaux morts étaient intacts, comme tombés du ciel. Une mésange morte, vision aussi glaçante que celle d'un ami mort, avec le choc de voir mort ce qu'on a toujours connu vivant. Elle n'avait même pas osé en parler à quelqu'un. Elle ne savait pas quoi demander, et après tout, elle ne connaissait rien aux oiseaux. Sa grande émotion lui semblait à peine légitime. Elle pouvait se tromper. Peut-être qu'elle n'avait jamais fait attention avant. Mais elle s'interrogeait. Est-ce qu'ils avaient simplement chuté? Ou est-ce qu'ils avaient été, quoi, électrocutés par des fils? Ou est-ce que c'était le climat? Partout dans le monde, les records de chaleur tombaient les uns après les autres. La neige ne tenait plus. Les rivières débordaient. Les animaux représentés sur les vêtements de ses fils, baleines, éléphants, abeilles, ours blancs, éteints, un à un, ou en passe de l'être. Et cette menace qui se rapprochait, terrible, colossale, en venait parfois à se confondre avec l'autre menace intime qui lui pesait. Dans la librairie, en ouvrant le journal du matin, elle avait de plus en plus souvent l'impression de lire l'état de sa propre vie. Des incendies, des pluies diluviennes, des populations déplacées, des moustiques en février, des floraisons en décembre.
la disparition du silence, la disparition de la nuit. Elle aussi, de plus en plus souvent, sans encore se l'avouer, elle avait envie de disparaître. Merci. Très belle lecture. Petite dose d'éco-anxiété, on pourrait mettre un trigger warning. Mais oui, allez, je mettrai un trigger warning. Merci beaucoup Amélie. Merci à toi. Pour l'interview, pour la lecture, pour tout. C'était vraiment un échange riche. Merci d'avoir écouté cet épisode numéro 17 de La Page Sensible. Pour être parfaitement transparente avec vous, si Amélie n'avait pas souhaité vous recommander le roman Liv Maria, pour ma part, je pense que je n'y aurais pas consacré d'épisode de podcast. Notamment parce que, malgré le très très beau style de Julia Kerninon, j'ai trouvé que l'histoire manquait un peu de vraisemblance, comme vous l'avez entendu, et surtout que certains aspects hérissaient mes valeurs féministes. Mais Amélie nous prouve qu'on peut tout à fait en faire une autre lecture, tout en ayant soi-même des valeurs féministes. Et si vous le lisez à votre tour, je serais vraiment très curieuse de savoir ce que vous en avez pensé. Dites-le moi en commentaire ou bien directement sur Instagram, @lapage-sensible tout attaché. Et pour recevoir mes meilleures recommandations de films, de podcasts et autres en lien avec chaque épisode de La Page Sensible, n'oubliez pas de vous abonner à ma newsletter en cliquant sur le lien dans la description du podcast. Enfin, ne ratez pas le prochain épisode où nous parlerons d'une des plus grosses claques littéraires de ma vie, l'incroyable roman La vie devant soi, paru en 1975. Le petit Momo nous y raconte sa vie de fils de prostituée, avec une naïveté, une tendresse et un humour qui m'ont pétri le cœur. Ce roman a valu le prix Goncourt à son auteur, un certain Émile Ajar, qui s'est permis de le refuser à l'époque. Et vous verrez que c'était pour une bonne raison. À très bientôt, et d'ici là, je vous souhaite de belles lectures.